Bien, merci Aurore de votre invitation, merci à toute l'équipe de Compiègne, merci à vous aussi de rester cet après-midi pour m'écouter. Je suis très honoré, très heureux aussi de mêler ma voix à celle des orateurs de ce matin. Que les autres de l'après-midi me pardonnent puisque je suis contraint de rentrer sur Strasbourg pratiquement après mon intervention. Je suis attendu, j'ai un autre engagement qui m'attend chez moi. Voilà. Mon exposé donc portera autour d'une anthropologie du visage. Dans un premier temps d'ailleurs, j'en esquisserai les grandes lignes. Ensuite, je déclinerai la valeur du visage dans un certain nombre de situations sociales. J'évoquerai la défiguration, ou plutôt le jugement de défiguration à travers les sociétés. Et puis je terminerai, j'ouvrirai mon propos donc autour de la greffe de la face qui deviendra peu à peu pour la personne greffée un visage. Donc je dirai quelques mots sur ce processus qui mène de la face au visage, la face comme une sorte de matière première pour que la personne donc, se construise progressivement au fil du temps un visage et que les autres également perçoivent en elle son visage. Voilà. J'imagine que dans mon propos, il y aura à vos yeux quelques courts-circuits. J'étaye évidemment les analyses que je vous livre sur d'autres recherches que j'ai menées antérieurement, donc, notamment mon livre sur le visage et puis mon autre livre sur les greffes d'organes, sur l'histoire de l'anatomie et l'anthropologie des greffes. Donc voilà, je rassemble mon propos en quelque sorte, évidemment, c'est un peu obligatoire quand on prend de l'âge et qu'on accumule énormément de matériaux et il faut parfois aller très vite dans tout ça. Voilà. Donc le visage d'abord comme incarnation du sentiment d'identité. Le visage n'est pas un lieu comme les autres dans les géographies du corps. Il incarne pour l'individu le sentiment d'identité, c'est-à-dire justement le lieu où il se reconnaît. À travers lui, donc à travers notre visage, nous sommes identifiés, nommés, jugés, assignés à un sexe, à un âge, à une couleur de peau, voire à une psychologie. Et nous sommes aussi, à travers notre visage, aimés, méprisés ou anonymes, noyés dans l'indifférence de la foule. Entrer dans la connaissance d'autrui implique de lui donner à voir et à comprendre un visage nourri de sens et de valeurs. Et faire en écho du visage de l'autre un lieu égal de signification et d'intérêt. De toutes les zones du corps humain, le visage est celle où se condensent les valeurs les plus hautes, lieu donc du sentiment de soi, où se fixe la séduction, les nuances innombrables de la beauté ou de la laideur, du vieillissement, des émotions, etc. Et au fil de l'existence, dans nos sociétés occidentales par exemple, au fil de l'existence quotidienne, nous avons les mains et le visage nus. Et nous apparaissons aux autres sous des traits qui nous identifient et opèrent une reconnaissance mutuelle. Je cite un instant Georges Simmel, qui a mené autrefois un travail considérable sur le visage. Je le cite, il dit « Peut-être des corps se distinguent-ils à l'œil exercé aussi bien que les visages, mais ils n'expliquent pas la différence comme le fait un visage. » Il n'explique pas la différence comme le fait un visage. Fin de la citation. Dans nos sociétés d'individus, je parle d'individualisme, là, un lien social qui est marqué par l'individualisation du sens, dans nos sociétés d'individus, la valeur du visage s'impose là où la reconnaissance de soi ou de l'autre se fait à partir de l'individualité et non sur l'appartenance à un groupe ou à la position, par exemple, au sein d'une lignée. En ce sens, d'ailleurs, pour reprendre quelques débats de ce matin, il n'y a pas, à mon avis, d'universel du visage, puisque dans les sociétés traditionnelles, les sociétés communautaires, les sociétés du nous-autres, il y a d'autres lieux d'identification de la personne, au sens de Marcel Mauss, alors que dans nos sociétés d'individus, le visage est fondamental, d'où l'émergence, d'ailleurs, dans l'histoire de la peinture, au Quattrocento, du portrait. Pour la première fois dans l'histoire de nos sociétés, l'émergence donc d'un souci, d'une fidélité dans la restitution du visage des mécènes et puis plus tard du portrait de l'artiste, etc., etc. Donc il y a une dimension très sociale, très culturelle du visage
qu'il ne faut pas occulter. Et donc la singularité du visage répond à celle de l'individu, artisan du sens et des valeurs de son existence, autonome et responsable de ses choix. Il n'est plus l'homme ou la femme de la tradition ou du nous autres dans notre communauté, dans notre société, mais plutôt du personnellement moi-je. Pour que l'individu prenne socialement et culturellement sens, il faut un lieu du corps pour le distinguer des autres avec une force suffisante. Un lieu suffisamment mobile et variable dans ses déclinaisons pour signifier sans ambiguïté la différence d'un homme à un autre. Il faut le corps déjà comme marque de la limite de soi avec le monde extérieur et les autres, le corps donc comme frontière de l'identité, et d'autre part le visage comme territoire du corps où s'inscrit la distinction individuelle. Donc le visage pour nos sociétés d'emblée est signification, traduisant sous une forme vivante et énigmatique l'absolu d'une différence individuelle pourtant infime. Écart infinitésimal, il invite à comprendre le mystère qui se tient là, à la fois si proche et si insaisissable. Déclinaison unique parmi une infinité de possibles autour d'un même canevas simple, l'étroitesse de la scène du visage n'est en rien une entrave à la multitude de ses combinaisons. Une infinité de formes et d'expressions naissent d'un alphabet d'une simplicité déconcertante. Des yeux, un front, un nez, des lèvres, des oreilles, etc. Certes, le visage relie à une communauté sociale et culturelle par le façonnement des traits et de l'expressivité, par les mimiques, les mouvements qui renvoient à une symbolique sociale, mais il trace aussi une voie royale pour démarquer l'individu et traduire son unicité. Plus une société accorde de l'importance à l'individualité, et plus grandit la valeur du visage. L'anonyme, justement, est l'homme ou la femme sans relief, indifférent, sans identité, sans visage et sans voix. En revanche, être reconnu, c'est-à-dire offrir un visage porteur d'une identité, signifie justement bénéficier de la reconnaissance des autres, leur offrir un visage porteur d'émotions, de souvenirs en commun, etc. Et bon, on en a parlé une bonne partie de la matinée. Dans la philosophie d'Emmanuel Levinas, c'est le visage d'autrui qui métaphorise une réponse éthique. Si l'homme ne possédait pas de visage, pour l'identifier, tout serait égal. Et là, je vais emprunter un instant une fable, enfin l'un des grands romans de la littérature japonaise, c'est le livre de Kobo Abe, qui s'appelle La face d'un autre, où cet écrivain imagine un monde où il n'y aurait plus que des masques, c'est-à-dire où nous pourrions changer notre identité en permanence à travers le fait de poser des masques différents. Et comme le dit très bien Kobo Abe, je le cite, « Il n'y aurait plus ni voleur, ni agent de police, ni agresseur, ni victime, ni ma femme, ni celle de mon voisin. » Fin de citation. Poursuivant sa rêverie, donc il imagine de fabriquer et de commercialiser une multitude de masques, et il se complaît à imaginer la subversion absolument radicale qui saisirait le lien social dans son contexte-là, car il est en effet donc impossible de concevoir un monde sans visage pour distinguer les individus les uns les autres, et donc sans appréhender ce monde comme un univers de chaos. Pour fonder le lien social, il faut la singularité des traits pour que chacun de nous puisse répondre de son visage et être reconnu dans son entourage. Répondre de son visage, c'est la question de la responsabilité, évidemment, que je suis en train d'évoquer. La disparition du visage sous la multitude des masques traduirait la fin de toute éthique, l'impossibilité de la confiance qui seule permet l'établissement d'une réciprocité dans le lien social, et l'instrument de cela, c'est fondamentalement l'unicité du visage, donc qui nous enferme dans une identité, dans une reconnaissance par les autres, et qui nous enferme entre guillemets, évidemment. Donc, le visage est ce fragment essentiel du corps qui rend possible le lien social à travers la responsabilité et la reconnaissance dont il dote l'individu dans sa relation au monde. Mais aussi au-delà, l'expressivité, la communication, etc. Puisque la plupart du temps, d'ailleurs, quand nous conversons avec quelqu'un, on est davantage attentif à ce qui se lit sur le visage qu'à ce qui se dit dans la parole. En témoigne d'ailleurs le fait que parfois on fait des lapsus et l'autre n'en a même pas
pris conscience parce qu'il regardait notre visage. Et donc la communication est fondamentalement du corps aussi, du visage, et pas seulement par la parole, évidemment, qui n'en est que l'un des éléments. Donc dans nos sociétés, le principe d'identité loge essentiellement sur le visage. S'en défaire à travers un masque, à travers un voile, à travers un grime, est un acte de grande portée où l'individu, à son insu parfois, franchit le seuil d'une possible métamorphose. L'effacement du visage, grâce à ce stratagème, entraîne un sentiment propice au jeu, à la transgression, au transfert de personnalité. En gommant son visage par un artifice, l'individu se libère des contraintes de l'identité, laisse s'épanouir des tentations qu'il a coutume de refouler ou qu'il découvre à la faveur de cette expérience où il n'a plus de compte à rendre à son visage, il n'a plus à craindre de ne pouvoir se regarder en face et répondre de ses actes, puisqu'il dérobe son visage à son attention et à celle des autres. Le masque, je continue cette réflexion sur le masque donc absorbe le visage vivant de l'individu, dissout la chair de ses familiarités, désagrège les repères et les interdits du sentiment habituel d'identité et lui substitue un visage de procuration, factice, immobile, une surface de projection où l'imaginaire brode à son gré. Se dépouiller à sa guise de son visage entraîne en conséquence la possibilité de revêtir tous les visages possibles, de répondre à toutes les transformations souhaitées. Le masque donc projette hors de la loi commune et de ses anciens interdits. Là est sa puissance de libérer l'écluse des innombrables facettes qui composent la personne. L'une des raisons d'être du masque consiste à dissimuler ou à rendre méconnaissables les traits du visage et donc toute la morale, d'une certaine manière, qui va avec. Et d'ailleurs, dans le livre de Kobo Abe, le personnage, le chimiste qui s'est défiguré et qui s'est construit un masque qui ressemble à un autre visage, quand il prend pour la première fois le métro de Tokyo, ne rêve que de viol, etc. Il prend conscience que maintenant il peut tout faire, parce que plus personne jamais ne le reconnaîtra. Donc c'est la levée absolument de tous les interdits. Le visage est vraiment, de manière anthropologique, avant d'être philosophique, de manière anthropologique, c'est la barrière qui nous rend responsables devant les autres. Donc en supprimant le visage, on peut aller très très loin dans l'horreur. Je reviendrai tout à l'heure dans la question du racisme. Je crois peut-être qu'il faut que j'aille un petit peu plus vite, alors je résume de temps en temps mon propos. Donc le masque favorise la levée des interdits, je l'ai dit. L'individu devient persona, c'est-à-dire devient masque, peut revêtir toutes les identités possibles. J'ai trouvé d'ailleurs une étymologie de masque qui est très intéressante, puisque l'étymologie renvoie à la traduction de l'italien maschera, qui vient du radical pré-roman masca, qui mêle en latin tardif la signification à la fois de masque et de sorcière, démon, spectre, etc. Vous avez donc déjà dans l'étymologie, dans l'inconscient de la langue, toute l'ambivalence possible du masque. Ceci dit, on peut utiliser le masque en psychothérapie ou autre. Je n'ai évidemment absolument pas le temps d'aborder toutes ces questions-là, mais le fait de lever l'identité peut avoir aussi un aspect évidemment extrêmement propice quand il s'agit de se démarquer de traumatisme ou d'une histoire de vie fracturée. Alors, j'en arrive à la question de la valeur du visage. Donc, la valeur à la fois sociale et individuelle qui distingue le visage du reste du corps se traduit par exemple dans les jeux de l'amour par l'attention dont il est l'objet de la part des amants. Il y a dans le visage de la personne aimée un appel, un mystère et le mouvement d'un désir toujours renouvelé. La littérature abonde d'exemples en ce sens. Là, pardonnez-moi de n'en citer qu'un ou deux, mais j'en avais trouvé plein quand j'ai travaillé sur le sujet. Anne Philippe, par exemple, je cite, elle dit « L'un des signes de l'amour est notre passion à regarder le visage aimé. L'émotion première, au lieu de l'amenuiser, se prolonge, augmente en frémissant. Un regard devient le fil d'Ariane qui nous conduit jusqu'au cœur de l'autre. » Fin de citation. Les amants peuvent ainsi se perdre dans une longue contemplation, mais en même temps, ce regard est inépuisable, car les yeux demeurent toujours au seuil de la révélation et se nourrissent de cette attente.
le visage paraît toujours le lieu où la vérité est en imminence de dévoilement. Et sans doute, en contrepoint, la fin d'une relation amoureuse pour un couple témoigne-t-elle aussi de la banalité mutuelle qui a saisi les visages, l'impossibilité dès lors de quêter le mystère sur les traits de l'autre. Le sacré s'est peu à peu profané au fil de la vie quotidienne, il a perdu son aura, mais tant que l'intensité du sentiment demeure, le visage se livre à la manière d'une clé pour entrer dans la jouissance de l'autre. Et Proust le dit admirablement en décrivant chez Swann ce mélange confus de lucidité et d'aveuglement devant une femme qui se joue de lui et dont il sait qu'elle n'a plus le charme d'autrefois. L'émerveillement pourtant demeure intact devant un visage qui incarne à ses yeux tout le mystère de sa relation à Odette. Et là je cite un instant Proust, il écrit « Physiquement, elle traversait une mauvaise phase, elle épaississait, et le charme expressif et dolent, les regards étonnés et rêveurs qu'elle avait autrefois semblaient avoir disparu avec sa première jeunesse, de sorte qu'elle était devenue si chère à Swann, au moment pour ainsi dire, où il la trouvait précisément moins jolie. Il la regardait longuement pour tâcher de ressaisir le charme qu'il lui avait connu et ne retrouvait pas. Mais savoir que sous cette chrysalide nouvelle, c'était toujours Odette qui vivait, toujours la même volonté fugace, insaisissable et sournoise, suffisait à Swann pour qu'il continuât de mettre la même passion à chercher à la capter. Fin de citation. De l'enfant au vieillard, d'un bout à l'autre de l'existence, demeure dans le visage un air de ressemblance, un mystère qui souligne la fidélité à soi. Mais parce que le visage est le lieu par excellence du sacré dans le rapport de l'humain à soi et à l'autre, il est aussi l'objet de tentatives pour le profaner, le souiller, le détruire, quand il s'agit justement d'éliminer l'individu, de lui refuser sa singularité. Des expressions courantes le révèlent, donc qui sont omniprésentes d'ailleurs dans la sociologie de Erving Goffman, perdre la face, faire mauvaise figure, ne plus avoir figure humaine, ou de façon plus banale, se faire casser la gueule, se faire casser la figure, etc., qui traduisent bien le fait que se faire abîmer le visage, c'est se faire abîmer sa personne. L'insulte toujours animalise le visage ou le traîne dans la boue, on va traiter l'autre de face de rat, on va parler de sa gueule, de sa trogne, de sa tronche, etc., etc. De même aussi, sur un autre versant, le propos du raciste mondain, évoquant avec complaisance le faciès, entre guillemets, de l'étranger, comme si lui-même était exempté, évidemment, d'en avoir un. Seul l'autre peut avoir un faciès. Ce sont là autant de procédures de destitution de l'humain qui exigent symboliquement qu'on le prive de son visage, de la concrétude sensible de son visage, pour mieux le rabaisser et pour mieux éventuellement le détruire. La volonté de suppression de toute humanité en l'homme appelle la nécessité de briser en lui le signe singulier de son appartenance à l'espèce et de sa singularité, de manière anthropologique, en donnant ici une illustration saisissante de l'ambivalence du sacré analysée autrefois au début du siècle par Rudolf Otto, là où l'amour, comme je l'évoquais tout à l'heure, élève symboliquement le visage, la haine de l'autre s'attache au contraire à le piétiner, à le rabaisser. C'est pas pour rien qu'il y a cette extraordinaire ambivalence dans notre relation au visage dans nos sociétés. Donc un versant anthropologique du sacré souligne la spiritualité du visage, sa hauteur, l'émotion à le voir, mais un autre rappelle plutôt l'effroi, la terreur et aussi la volonté de détruire. L'exercice de la cruauté est toujours favorisé par le fait d'animaliser l'autre, de le bestialiser, de le destituer de son humanité, à commencer donc par le fait de lui dénier un visage, afin de mieux le voir comme un pou, comme un insecte, comme une vermine, comme un rat, etc., etc. L'autre est donc, en l'occurrence, une espèce radicalement étrangère et ne relève plus de la condition humaine. Il n'y a donc plus aucun obstacle au fait de le torturer ou de le tuer. Et le racisme, donc, pourrait se définir par cette négation et l'imposition d'une catégorie dépréciative qui définit par défaut l'individu à la manière d'un type, entre guillemets. La différence infinitésimale
donc est anéanti, privé de visage pour dire sa différence, l'individu se mue en élément interchangeable d'une catégorie vouée au mépris. On lui prête seulement ce masque, déjà funéraire, qu'est le portrait robot ou la caricature, comme par exemple ces physiognomonies raciales qui eurent leur période de gloire lors du nazisme, mais qui continuent insidieusement à répondre leur prêt-à-penser. L'autre n'a plus visage humain, son sort en est jeté, ses dehors physiques révèlent son intérieur moral et disent dans le vocabulaire de la chair son tempérament, ses vices cachés, ses perfidies, etc. Et d'ailleurs, toute l'entreprise physiognomonique ou morphopsychologique aujourd'hui vise à détruire l'énigme du visage pour en faire une figure, mais une figure quasiment au sens géométrique du terme, avoir tel nez qui montre qu'on est un voleur, ou tel front qui montre qu'on est un assassin en puissance, etc. Donc toute l'entreprise physiognomonique ou morphopsychologique vise à détruire l'énigme du visage pour en faire une figure et finalement un aveu. Le visage n'était qu'un masque, mais sa duplicité s'effondre devant la sagacité du physiognomoniste qui se contente simplement d'appliquer sa grille de lecture. Son ambition du physiognomoniste ou du morphopsychologue est de dégager en une formule la vérité psychologique de l'homme assis devant lui. Après l'avilissement du visage, il ne reste qu'à passer aux actes. Le racisme, évidemment, n'est jamais une pure opinion, mais plutôt anticipation du meurtre, qui commence déjà dans le fait de la liquidation symbolique du visage de l'autre. Si l'autre n'a plus figure humaine, donc le tuer est simplement une mesure de salubrité publique. Et puis, donc, il y a la question de la défiguration. Donc le visage, je l'ai dit, est à la fois ancré dans le sentiment de soi, l'identité à soi, et toute lésion le concernant est vécue comme un drame. Si elle est visible, elle met en question la relation à autrui. La confrontation à un visage altéré est difficile, aussi bien pour l'individu qui en est affecté que pour les autres qui le regardent. Les uns et les autres sont confrontés à l'épreuve du miroir, mais d'un miroir brisé en l'occurrence. Le visage est une totalité, une gestalt unique qui ne se laisse pas modifier, même dans le détail, sans une profonde transformation. Toute altération à son propos entame en profondeur l'homme ou la femme qui ne se reconnaît plus et n'ose plus se regarder en face, en jouant évidemment avec l'ambiguïté du mot face. La défiguration est privation d'être. Elle anéantit la matrice d'identité d'un individu devenu innommable, monstrueux, au sens étymologique du terme, évidemment, où son altération, son infortune suscite tous les regards. Il est celui qu'on montre, et donc celui qu'on observe, qu'on scrute, etc. L'altération des traits du visage induit l'impossibilité de se reconnaître et d'être reconnu par les autres. Là, je suis plutôt en train d'analyser la défiguration survenue accidentellement, évidemment, que celle qui a nourri toute l'existence. Évidemment, si la défiguration était congénitale, était liée, était très en amont dans l'histoire de vie, évidemment, elle est totalement intégrée dans le sentiment de soi. Mais par contre, quand ça touche un homme ou une femme ou un adolescent ou même un enfant, il y a quand même quelque chose, une brisure d'identité qui va se jouer. Donc la personne défigurée ne s'appartient plus totalement, puisqu'elle est en permanence soumise à une évaluation sociale et que son corps ouvre un abîme de sens, produisant le recul, l'effroi, etc. Les limites symboliques de son corps ne se referment plus sur elle. Elles se répandent dans le lien social. Moins douloureuses, curieusement, sont des blessures ou des cicatrices, même beaucoup plus graves, situées sur d'autres zones du corps. La poitrine ou le ventre, etc. La rupture de la sacralité du visage entraîne même parfois l'horreur des proches. Séparation dans des couples, etc. Le sacré de fascination, que j'évoquais tout à l'heure dans la relation d'amour, le sacré de fascination cède la place au sacré de répulsion. La privation d'un membre bouleverse en profondeur le sentiment d'identité, mais peut-être moins que la défiguration. Bon, il faudrait nuancer mon propos, évidemment, je vous l'ai dit, je vais assez vite, mais je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là.
Ailleurs, alors, et là, il faut évidemment contextualiser pour ne pas tomber dans des ethnocentrismes, dans des réductions. Je vais raconter une histoire, parce que dans d'autres contextes sociaux et culturels, ce qui peut nous apparaître comme une balafre, comme une cicatrice, peut être au contraire un lieu de valorisation de soi. Si par exemple les modifications du visage sont inscrites dans un rite d'initiation, dans un rite de passage, ou encore, je pense à certains films de Jean Rouch sur l'Afrique, sur certaines sociétés africaines, si c'est un guerrier qui s'est fait arracher une moitié de la joue par un lion dans un combat fougueux, au contraire, ce sera un signe d'une royauté absolument exceptionnelle, de courage, de valeur, etc. Donc ce n'est que dans nos sociétés que la défiguration prend cette tonalité dépréciative, déshumanisante, entre guillemets. Et là, je voulais vous raconter très rapidement l'histoire de l'ethnologue Robert Jolin, donc, qui est l'auteur du très beau livre qui s'appelle « La mort Sarah ». Ça se passe dans les années 60 où Robert Jolin est en train de faire un terrain avec la population Sarah. Il veut faire une ethnologie authentique, entre guillemets, qui était peu courante à l'époque, donc de s'immerger complètement dans le groupe des jeunes hommes qui vont vivre un rite de passage assez sévère dans cette société. Et l'un des moments du rite de passage consiste justement dans l'imposition de balafres sur le visage. Et c'est tout à fait troublant qu'à ce moment-là, lorsque Jolin découvre qu'on va abîmer son visage, il se retire immédiatement, parce que ce qui est valorisant évidemment pour la société Sarah l'est beaucoup moins quand on se balade sur le boulevard Saint-Germain, et pour reprendre son boulot d'enseignant à la fac. Voilà, donc relativité du même signe en fonction des contextes sociaux, culturels et autres. Et puis en même temps, il faudrait évoquer la transformation des cultures contemporaines, des cultures traditionnelles contemporaines, qui amènent à une réévaluation des marques physiques qui, dans un premier temps, ont pu être des signes d'émerveillement de devenir un homme, de devenir une femme, hein, à un moment où ces hommes ou ces femmes étaient jeunes, dans le contexte encore des années 60-70. Et aujourd'hui, contexte de mondialisation de l'Afrique comme de toutes les autres sociétés, et soudain, donc le signe d'appartenance au groupe se transforme en balafre, en cicatrice, en quelque chose d'absolument abominable. Alors je cite l'exemple d'une jeune femme aussi de l'ethnie Sahara au Tchad, dans l'ancien Tchad, dont le visage est strié de longues scarifications et qui dit le sentiment de honte qu'elle éprouve en permanence quand elle se balade non seulement dans les grandes villes européennes, mais aussi dans les grandes villes africaines. C'est une femme qui est militante des droits de l'homme dans une ONG, et donc son visage est devenu une épreuve permanente dans ses relations avec tout le monde. Elle est l'objet de maintes moqueries, alors l'humour africain aussi assez brutal. On l'appelle gueule de fétiche, on l'appelle l'arme éternelle, la fille à la voix ferrée. Les sobriquets donc n'ont jamais manqué pour la désigner. Elle raconte avoir été aussi contrainte de fréquenter surtout les garçons de son ethnie, eux aussi marqués par les mêmes signes traditionnels, et eux aussi rejetés par les populations ambiantes, même africaines. Donc, et elle dénonce, cette jeune femme, donc dénonce paradoxalement le risque de communautarisme, entre guillemets, porté par ces anciennes marques traditionnelles, dont elle a dit, par contre, dans un premier temps du dialogue, combien elle avait été, quand elle était petite fille, émerveillée de se dire « maintenant, je suis vraiment une femme à part entière ». Vous voyez la redéfinition radicale qui s'opère du fait des transformations sociales, culturelles. Donc la signification, évidemment, n'est jamais ontologique, elle est toujours marquée par un contexte, une situation, etc. Et donc le sexe et le visage, la voix aussi, voilà les trois lieux fondamentaux de notre identité. On pourrait dire d'ailleurs de la voix, beaucoup de choses que je suis en train de vous dire du visage. J'ai aussi travaillé beaucoup sur la voix et j'ai beaucoup comparé le visage et la voix parce que quasiment le même statut anthropologique entre le visage et la voix. On parle des personnes défigurées, on pourrait parler des personnes laryngectomisées par exemple. C'est aussi la même tragédie d'être projeté à l'écart du lien social, d'avoir une trace sur le cou qui est repérable et puis d'avoir une voix qui ne passe pas, qui provoque l'opprobre, le rejet, la suspicion sur soi, etc. Bon, je passe, mais
donc le sexe, le visage, la voix sont les lieux essentiels de la cristallisation de l'identité, les plus vulnérables également aux fantasmes nés de l'inconscient ou au jugement des autres. C'est à travers eux que se joue la signification et la valeur même de l'existence. Je saute aussi des passages, hein, je m'excuse, je vois le temps qui passe et ce serait bien qu'on ait aussi le temps d'échanger, donc je sacrifie aussi, comme les orateurs du matin, un certain nombre de points. Donc la défiguration et privation d'être, je l'ai dit, tant que demeure le deuil du visage perdu et que les proches eux-mêmes n'ont pas appris à voir naître un autre visage à la place du masque rigide. Ça, c'est aussi un point qui a été un petit peu abordé ce matin, mais qui me paraît fondamental. On est défiguré que par rapport à un jugement extérieur. Il n'y a pas de défiguration dans l'absolu aussi. Quand on a grandi avec un frère, une sœur, un père, une mère, qui pourrait être perçu comme défiguré ailleurs dans un autre contexte, évidemment, pour les proches, pour les amis, il n'y a absolument aucun souci. On reconnaît l'autre dans sa singularité, etc. Donc n'oublions, et aussi on a parlé ce matin de l'hôpital comme un lieu où les personnes se sentent reconnues, accueillies, les personnes défigurées se sentent accueillies, reconnues, etc. Il y a une espèce de communauté de destin qui dissout ce sentiment donc d'être éjecté de la condition humaine. Il y a soudain un retour au monde et puis des relations d'amitié, de reconnaissance, d'amour qui sont à nouveau possibles. Donc là aussi, on retrouve l'importance du contexte. On ne peut jamais parler tout à fait dans l'absolu du visage ou de la défiguration, mais il faut toujours dire de quel lieu on amorce l'analyse. Alors, par contre, évidemment, il faut un temps d'apprivoisement, en quelque sorte, lorsque une personne perd son visage après un accident de voiture ou autre. J'en donnerai juste un exemple, celui d'une anthropologue espagnole qui s'appelle Marta Allué, qui a été victime d'un grave accident de voiture et qui a été brûlée vive, et qui a été très très sévèrement brûlée, et dont le livre donc, raconte la lente remontée vers le monde. Mais elle parle là, dans l'extrait que je vais vous lire, du moment où elle revoit ses enfants pour la première fois. Et là, vous allez voir, c'est plutôt dur. Donc je la cite d'emblée sans faire d'autres commentaires. « Le premier accident désagréable est survenu le dimanche suivant mon arrivée. Mon mari avait pensé qu'il serait bon que les enfants me voient et avait demandé l'autorisation de les faire venir. Ils n'ont pas franchi le seuil de la chambre. Le petit a refusé de regarder, le plus grand s'est fourré dans les jambes de son père et de Marina, l'infirmière. Ce fut une catastrophe. » Et Marta Allué donc raconte son long combat pour que ses enfants apprivoisent son visage. Et elle explique d'ailleurs de façon très belle et très touchante que c'est avec sa voix, qui était restée intacte, qu'elle a réussi à renouer la relation avec ses enfants. Donc vous voyez, même avec parfois les plus proches, la personne défigurée est confrontée à une violence qui n'en finit jamais, qui m'avait troublé quand j'avais travaillé sur le sujet. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on rencontre si peu de personnes défigurées dans la rue ou dans l'expérience de chacun de nous. C'est absolument rarissime d'en avoir croisé. Bon, ce sont des gens qui préfèrent rester chez eux, qui se promènent plutôt le soir, dans des lieux où qui baissent les yeux sur le sol quand ils marchent. Ou alors, il faut vraiment avoir un tempérament très militant et une grande force de caractère pour s'imposer et pour assumer tous les regards, la myriade des regards, les aiguilles empoisonnées des regards, d'ailleurs, comme dit Kobo Abe, qui jalonnent en permanence le parcours de toute personne défigurée ou de toute personne qui porte un handicap qui saute aux yeux de tout le monde. D'ailleurs, Isabelle Dinoir avait dit dans l'entretien qu'elle a donné au Monde, « Je ne serai plus présentable devant les hommes, etc. » Je suis un enterré vivant, dit le personnage non pas de Kobo Abe, mais du film de Hiroshi Teshigahara qui a été tiré du livre de Kobo Abe. Je suis un enterré vivant. Bon, je pourrais comme ça vous en citer aussi beaucoup d'autres. Marta Allué elle-même dit la violence permanente qu'elle subissait dans les rues de Madrid ou d'ailleurs quand elle essayait de sortir. Donc voilà, il y a dans nos sociétés le fait d'être soumis en permanence au jugement des autres à travers ce visage abîmé. Jugement des autres qui peut aller d'ailleurs de la pitié.
le malheureux, comment ça a pu lui arriver, jusqu'au dégoût, mais comment ce mec il ose sortir comme ça avec la gueule qu'il a, c'est pas pensable. Il y a toujours les enfants qui disent mais maman qu'est-ce qu'elle a le monsieur là-bas, etc. Et donc il faut calmer le jeu. Bon, c'est ces myriades de regards donc, qui sont comme un... C'est pour ça ce matin, Martine citait ma phrase sur les feux de la rampe. On a ce sentiment-là que ce sont des hommes ou des femmes qui sont toujours sur les feux de la rampe. L'anonymat leur est interdit. Cet anonymat dont nous jouissons sans savoir que c'est un immense privilège, eux l'ont complètement perdu. Ils ne peuvent pas faire un pas dans la rue sans que tous les regards soient portés sur eux et ne les enferment dans une imposition de statut, comme on dit en anthropologie. Ils sont enfermés dans un statut de défiguré dont ils ne peuvent pas sortir, sauf quand ils retrouvent les lieux familiers ou de l'hôpital, de leur famille, etc. Alors, je n'ai pas le temps de développer la liminalité, en quelque sorte, de la personne défigurée. Donc, la liminalité en anthropologie, c'est l'entre-deux. Et dans toutes les sociétés humaines, il y a une difficulté à apprivoiser, à ritualiser l'entre-deux. Toutes les situations d'entre-deux posent des problèmes. C'est l'adolescence, par exemple. On n'est plus un enfant, on n'est pas encore un homme ou une femme. C'est le handicap. On n'est pas malade, mais en même temps, on n'est pas tout à fait bien portant. Bon, il y a tout un tas de situations comme ça qui sont extrêmement ambiguës et que souvent les sociétés humaines n'arrivent pas à ritualiser pour les rendre acceptables, aussi bien pour la personne que pour le groupe dans lequel cette personne est immergée. Je donne quand même quelques éléments d'analyse de cette liminalité. Donc la défiguration prive l'individu de sa pleine identité personnelle et sociale. Elle le métamorphose aux yeux des autres, en tous les cas, en un être résiduel, problématique, qui doit apprendre en permanence à apprivoiser le regard des autres et à vaincre leur prévention à son égard. C'est Goffman qui explique comment beaucoup de personnes défigurées ou porteuses de handicap qui ont un rendez-vous avec des gens qu'elles ne connaissent pas font semblant, par exemple, de s'arrêter un moment au seuil de la porte, regardent, je sais pas, leur téléphone, ou pour que l'autre, qui ignore leur handicap ou leur défiguration, puisse se dire « mais mon Dieu, c'est avec lui, c'est avec elle que j'ai rendez-vous ». Donc Goffman a des analyses magnifiques, c'est dans Stigmate, où il montre combien ces personnes prennent d'innombrables précautions à notre égard, alors que nous-mêmes, évidemment, nous n'en avons généralement aucune, puisque souvent il y aura un sursaut, il y aura quelque chose du visage, quelque chose de la voix qui marquera une stupeur et une gêne. Même si nous essayons de réprimer ces sentiments-là, évidemment ça va forcément passer. Ce sont des personnes hypersensibles au moindre frémissement d'un regard ou d'un front et autres. Donc voilà, il y a une privation, si vous voulez, des modes d'emploi, rupture des rites d'interaction qui implique que nos corps ne soient pas mis en évidence dans l'interaction. J'avais appelé ça les rites d'effacement, l'effacement ritualisé du corps. Là, la personne ne peut pas dissimuler son corps et ne peut pas ritualiser son visage abîmé ou son handicap trop visible. Et donc, il y a une sorte de suspension de la ritualité qui provoque la peur, l'effroi, l'étonnement. Qu'est-ce que je vais faire avec celui-là ou avec celle-là? Est-ce que c'est quelqu'un qui parle encore, d'ailleurs? Est-ce que je dois lui signaler que je suis sensible à son visage abîmé ou pas? Bon. D'ailleurs, je me rappelle que j'avais parlé de handicap d'apparence à ce moment-là dans mon livre. L'apparence comme un handicap qui vient interférer de manière radicale dans l'interaction. Alors que pourtant, le paradoxe de la défiguration, c'est évidemment que la personne est tout à fait capable d'aimer, de travailler, de se mêler à nous dans toutes d'innombrables situations sociales et culturelles. Et pourtant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'en voit quasiment jamais, alors qu'il y a d'innombrables accidents de voiture, par exemple, tous les jours, qui produisent des visages extrêmement abîmés, des brûlures, etc. Donc, là, il n'y a plus de dilution possible du corps à l'intérieur des rituels, et le corps se donne avec une espèce de violence imparable. Et l'une des raisons aussi qui amène à notre sentiment d'effroi, c'est l'impossibilité que nous avons de nous identifier à cet autre. Dans la vie courante, le fait de pouvoir s'identifier à l'autre, évidemment, permet de se mettre à sa place et donc d'imaginer la souffrance qu'il peut éprouver dans telle ou telle situation. Et nous essayons de prévenir
nous essayons d'avoir suffisamment de tact, d'empathie, d'amitié pour éviter l'épreuve. Mais là, la personne défigurée, comme beaucoup de personnes handicapées, nous empêche l'identification. Parce que s'identifier à cette personne au visage abîmé, ça renvoie à toutes nos images de cauchemars, par exemple, quand on se réveille la nuit en étant paralysé, en ayant l'impression qu'on va être agressé, etc. Cette image de démantèlement du corps, du visage, hante nos cauchemars, et donc c'est une figure de repoussoir, si vous voulez. Et là, tout d'un coup, on a devant nos yeux une personne qui nous touche, qui nous regarde, etc. Nous sommes confrontés à cet innommable, entre guillemets, à cet indécidable de l'autre. Alors, quelques mots pour ouvrir mon propos sur les greffes de visage. Donc, mais j'aborde une autre question qui n'a pas été traitée ce matin, c'est n'oublions pas évidemment qu'une greffe de visage opère une double transgression. Elle implique de prélever une part du visage d'un donneur décédé. On sait à ce propos la valeur symbolique différente attribuée aux organes. Si la totalité des donneurs ou de leur famille acceptent le prélèvement des reins, par exemple, il y a parfois des réticences s'agissant du cœur, voire même des poumons. Les prélèvements des cornées posent aussi des problèmes majeurs aujourd'hui, car nombre de familles refusent de les donner, entre guillemets. Bon, là, c'est tout le statut du cadavre, etc., le statut donc, du prélèvement que je n'ai absolument pas le temps d'aborder. Mais il y a, donc, vous le voyez, une valeur symbolique, des représentations qui sont associées à différents organes ou différents tissus du corps humain. Et le visage, évidemment, soulève des questions anthropologiques absolument majeures. Prélever les fragments du visage d'un donneur, c'est opérer une immense transgression, et bien plus que quand il s'agit encore de prélever un cœur ou autre. Parce que c'est imaginer que son proche va rester sans visage, même après la restitution que les médecins vont essayer de constituer. Et puis l'autre, donc ça c'est une première transgression. L'autre transgression tient dans le fait de vivre désormais avec le tissu de la face d'une autre personne. Donc là, je suis du côté plutôt du receveur. L'autre transgression tient dans le fait de vivre désormais avec le tissu de la face d'une autre personne, le sachant, évidemment, sachant qu'on a enlevé le visage de quelqu'un pour pouvoir greffer le tissu sur soi-même. Et donc, emprunter chez l'autre, le donneur, emprunter son signe d'identité le plus saillant à un autre que soi, et se retrouver donc face à une altérité familière, à chaque reflet d'un miroir ou d'une vitrine, comme si un autre avait pris possession de soi au plus intime et au plus singulier. Puisque dans les représentations du patient, évidemment, la face de l'autre renvoie nécessairement à un visage. Ce sont les médecins qui parlent de la face. La face, ça renvoie à l'organisme, ça renvoie au biologique. Le visage, ça renvoie en revanche à notre existentialité et à tout ce qu'on aura du mal, pour nous autres profanes, si je puis dire les choses comme ça, à refouler. Donc il va falloir, pour les personnes greffées, vivre avec ce visage à la fois sien et autre. Et en même temps, évidemment, on est confronté à cette ambivalence je passe un certain nombre de points aussi, mais les personnes receveuses vont être confrontées à cette ambivalence que sans compromis, en quelque sorte, jamais elles n'auraient retrouvé leur place à l'intérieur du lien social. Elles seraient restées définitivement hors jeu et hors de la condition humaine. Une autre question qui se pose d'ailleurs, c'est aussi celle du contre-don, que je n'ai pas trop le temps de développer, mais là c'est quand même... on peut peut-être oublier parfois son donneur quand il s'agit d'une greffe de rein. Greffe du cœur, on sait que c'est infiniment difficile, même Jean-Luc Nancy en témoigne. Greffe de visage, imaginez, il y a une impossibilité de l'oubli d'une certaine manière, et donc une reviviscence permanente du contre-don. Il n'y a pas dans les sociétés humaines de don sans contre-don. On doit rendre à l'autre, sous une forme ou sous une autre, ce qu'on a reçu. Et puis, de façon d'ailleurs très appropriée, la législation française rend fort heureusement anonyme l'identité du donneur.
Donc en permanence, la personne qui reçoit va être confrontée à cette dette qui est à jamais impossible à combler, sauf par détournement. Évidemment, la personne peut toujours s'engager dans une association de donneurs d'organes, dans l'humanitaire. C'est ce qui arrive très souvent chez les personnes greffées d'ailleurs, qui changent complètement leur vie dans la plupart des cas, et qui vont se dévouer aux autres à défaut de pouvoir rendre à quelqu'un à qui ils doivent une meilleure santé. Donc les greffes d'organes ou de tissus, et celles notamment donc de la face ou du visage, soulèvent la question du sacrifice, soulèvent la question du prix symbolique à payer pour la restauration d'une santé plus propice, et ici, pour le recouvrement d'un visage acceptable socialement et si possible proche de celui qui a été amputé. Et on comprend, bien sûr, que certains patients soient prêts à risquer le tout pour le tout dans une sorte d'ordalie, car leur existence est désormais privée de sens. Si vivre défiguré est une souffrance sans fin qui arrache à soi, ce choix a un sens, même si le prix à payer risque d'être lourd. Il importe cependant d'être lucide sur les enjeux identitaires, l'ambivalence possible face à un visage marqué d'ambiguïté. Les greffes de la face, et donc au-delà du visage, soulèvent des questions anthropologiques essentielles. Qui suis-je? À qui appartient ce visage qui est désormais le mien? Et la tâche du patient va être de convertir la face en visage. La face, donc je l'ai dit, est une pure surface de projection, un lieu d'accueil pour la création du sens et de la valeur. Le passage de la face au visage, c'est le passage de l'anatomique à l'anthropologique, de l'organisme à la personne. Il y a une mutation alchimique qui va se jouer là et qui est liée évidemment à la qualité de l'accompagnement, des psychothérapies, et aussi à la force de caractère, évidemment, la force de résistance de la personne pour s'en sortir. Donc, la face, ici, est la matière première, la matrice en quelque sorte, la matière première pour accueillir le travail de sens qui mènera à l'avènement, j'emploie exprès un mot un peu religieux, à l'avènement du visage. Donc au terme du chemin se laisse pressentir un passage initiatique, et c'est bien en effet une renaissance même, on peut employer le terme, que vit Isabelle Dinoir. C'est ce qu'elle dit en substance après son opération au journaliste du Monde qui l'interroge. C'est véritablement une remise au monde après une traversée de la nuit. Je la cite, elle dit « C'était monstrueux, traumatisant, immontrable. Devant le miroir, l'impression que ce n'était pas moi ne me quittait pas. C'était comme de la science-fiction. Au bout d'un moment, j'ai mis un masque et je n'osais sortir dans les couloirs que protégé des regards. » Fin de citation. Elle se souvient d'ailleurs à ce propos de la cruauté des réactions des enfants à son égard quand elle devait porter un masque avant son opération, mais les adultes n'étaient guère plus enclins à la ménager. Et pour l'homme ou la femme, donc au visage contrefait, la vie sociale devient une scène et le moindre déplacement trouble l'attention des spectateurs. Au sens étymologique de ce mot, la défiguration fonctionne comme un stigmate. Elle provoque une éjection hors de la communauté humaine. Et je cite à nouveau Isabelle Dinoir, elle dit « Je suis revenue sur la planète des humains, ceux qui ont un visage, un sourire, des expressions faciales qui leur permettent de communiquer, et je revis. J'ai vécu en même temps un cauchemar et une aventure dont je ne sais pas encore bien parler. » Voilà. Bon, d'autres greffes se sont succédées après celle dont nous avons parlé ce matin. Alors, il y en a eu une trentaine, en gros, jusqu'à aujourd'hui. Je vais juste, pour terminer, faire un court-circuit entre deux des greffes françaises qui ont fait le plus parler d'elles, donc celle de Bernard de Vauchel et celle de Laurent Lantieri. Donc d'autres greffes se sont succédées après cette première, notamment celle réalisée par Laurent Lantieri, mais avec la particularité pour Lantieri, je cite, de transplanter un visage entier avec les paupières et tout le système lacrymal. Jérôme, dont on a parlé ce matin, Jérôme, le patient âgé de 35 ans, était atteint d'une neurofibromatose qui déformait profondément son visage. Au fil du temps,
En apprivoisant les muscles de son visage et sa peau, Isabelle Dinoir pouvait accéder au sourire. Mais elle ne pouvait pas pleurer, à la différence de Jérôme. Sourire et pleurer, deux traits sensibles de la condition humaine. Voilà, je vous remercie.